de voir l'évolution ou la force, j'allais dire, créatrice d'une œuvre, l'esthétique, son emplacement dans l'histoire de l'art. Je dirais que c'est un mélange, j'allais dire, d'instinct et puis d'observation. C'est-à-dire qu'à force de regarder, enfin, moi je suis plutôt un instinctif, mais qui construit son instinct sur l'observation à force de voir les galeries, à force de voir les œuvres. Vous voyez, je dirais que souvent je suis capable de dire pourquoi c'est mauvais, et à contrario, du coup, je peux voir ce qui est bon, mais l'analyser est une autre chose. Je crois que c'est justement le problème d'une œuvre d'art, ou d'un grand créateur, c'est quelqu'un qui sait transcender une technique. Donc ça veut dire que non seulement il la maîtrise, mais il va au-delà de cette maîtrise. Et il peut y avoir tous les discours qu'il faut, parce que bien entendu, un créateur a un discours derrière, mais c'est pas ça ce qui reste avec le temps. Ce qui reste, c'est l'objet d'art ou l'œuvre d'art elle-même. Aujourd'hui, ce que je dis toujours, la symbolique de Lascaux, il y en a une, mais on ne la connaît pas. Mais ça reste un chef-d'œuvre et c'est évident qu'il y avait quelque chose, mais ça n'empêche pas la force d'une œuvre d'art. Alors plus tardivement, vous regardez une Vierge de Raphaël, elle peut être très belle, très forte. Le fait qu'après on sache que le rouge et le bleu sont la symbolique de la Vierge, pourquoi pas, mais c'est pas ça. Si la Vierge est mauvaise, si elle a été peinte par un petit maître du XVIe siècle, que ce soit rouge, bleu ou vert, c'est pas le problème. Et à ce point de vue-là, je dirais que certainement ma plus belle aventure est la rencontre de Joel Peter Witkin il y a 25 ans. Où là, donc on travaille toujours ensemble et je trouve que c'est formidable de pouvoir suivre quelqu'un sur une aussi longue durée et de voir qu'en plus, bon, il répond non pas à vos attentes, parce que j'ai pas je suis assez fataliste à ce point de vue-là, je prends la vie comme elle est. Et donc vous avez beaucoup de créateurs qui peuvent travailler très bien pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis abandonner le métier ou se répéter, et puis non, ce qui n'est pas le cas avec Witkin. Avant de le connaître, je dois dire que j'avais quelques doutes sur la sincérité, non, mais la force de son travail. Et c'est en rencontrant que j'ai compris que c'était vraiment un très grand créateur, un très grand artiste, qui allait au-delà de la photographie pure et simple, mais qui était une réflexion, une remise en question à la fois sur l'histoire de l'art, sur la vie, sur la philosophie de la vie et de la mort, sur la question de la beauté. Moi, je pense que j'ai un faible pour la photographie, c'est vrai, d'autant qu'en plus, je pense pour moi, c'est le médium euh, le plus significatif ou représentatif du XXe siècle, de notre époque, puisqu'on est déjà au XXIe siècle. Et donc, en tant que galerie d'art contemporain, je pense que c'est normal, enfin, logique que j'ai beaucoup de photographes, mais enfin, j'aime beaucoup, et je pense que les sculpteurs que j'ai sont importants aussi. Quelques peintres. Donc je ne sais pas, au point de vue importance, je ne suis pas sûr que je leur donne plus d'importance qu'à d'autres créateurs qui utilisent d'autres médiums. Moi je dis que ça fait déjà plus de 2 ans qu'on est en crise. En tout cas dans ma niche, je pense que les galeries qui ont une clientèle qui était plus liée à la finance subit la crise beaucoup plus récemment, depuis 3, 4 mois, 5 mois. Aux États-Unis, par exemple, on m'a dit que près de la moitié des galeries de Chelsea ont fermé, mais ce sont des galeries qui essentiellement avec comme clientèle celle de Wall Street ou celle des musées soutenus par des financiers. Donc c'est vrai que celle-là souffre beaucoup plus. Moi je dirais que bon, il faut faire attention et paradoxalement je dirais que les valeurs sûres entre guillemets redeviennent plus faciles à vendre aujourd'hui. Parce que pendant quelques années, il y avait tout un réseau, on pourrait dire, d'artistes à la mode qui se vendaient plus facilement, où les gens hésitaient entre est-ce que je prends, est-ce que je m'intéresse à un artiste classique qui vaut le même prix qu'un petit jeune qui finalement pourrait peut-être valoir beaucoup plus cher, beaucoup plus vite, même s'il n'y a pas d'idée de spéculation et de revendre après, mais c'est vrai qu'intellectuellement c'est toujours rassurant de se dire tiens, je ne me suis pas trompé, l'artiste que j'ai acheté il y a 2 ans, il vaut 3 fois plus, 4 fois plus, 10 fois plus cette année. Bon, voilà. Aujourd'hui, grâce à une stratégie que j'ai vue naître, ce sont les particuliers achètent directement au commissaire-priseur.
et donc au détriment de la clientèle, enfin des galeries. Et la deuxième chose, d'ailleurs, maintenant, les galeries deviennent fournisseurs de matériel, d'œuvres d'art pour les commissaires-priseurs. Donc ça, c'est une chose. En plus, on a vu assister à l'arrivée de centres d'art ou de musées qui ont organisé les premières expositions d'artistes, alors que d'habitude, c'était les galeries qui les faisaient, et ensuite, ils étaient consacrés par les centres d'art. Alors, c'est un peu aussi, je appellerais le miroir aux alouettes, parce qu'une fois qu'un musée a montré un artiste, il ne va pas le remontrer avant 20 ans, alors que le rôle d'une galerie qui suit un artiste, c'est de le montrer régulièrement. Mais c'est vrai que donc dans le système du marché financier, monétaire, ça fait partie du jeu actuel. Et puis il faut que les artistes soient représentés dans tel ou tel magazine, telle ou telle foire. Il y a les foires qui sont arrivées aussi. Quand je participais aux premières foires, les organisateurs cherchaient désespérément des galeries pour occuper les mètres carrés. Aujourd'hui, c'est eux qui font la loi, et là aussi, bizarrement, les clients des galeries sont mieux traités que les galeries elles-mêmes, alors que ce sont les galeries qui financent, qui sont les clients des organisateurs de foires. Donc on assiste à un paradoxe, parce qu'en plus, quand vous êtes VIP, vous recevez un programme extraordinaire avec visite de collections privées, donc ils sont censés être les clients dans la ville des exposants, mais aux heures d'ouverture de la foire. Donc ça veut dire que même en plus, les commerçants, les exposants à galerie ne sont pas invités. Donc c'est un peu étrange. Bon, comme ça, je ne cherche pas à critiquer, c'est les aspects du marché de l'art contemporain. Donc effectivement, tout ça est peut-être compliqué à gérer. Et puis, pour le collectionneur ou l'amateur ou le grand public, c'est pas toujours facile à comprendre, accepter, analyser, parce que finalement on oublie souvent qu'une œuvre d'art quand même est faite pour accompagner votre quotidien, et au lieu d'occuper des grands hangars qui sont achetés par un petit nombre de collectionneurs qui ont des moyens financiers très larges. Après Charles-Élie, il va y avoir une exposition que j'espère un peu surprenante, mais en tout cas qui est un aperçu, non pas un aperçu, mais qui est une exposition sur, on pourrait dire, l'art animalier dans la photographie, avec comme chef de file Didier Massard, qui est un photographe qui ne photographie que des maquettes, et donc quand on voit ces animaux, ils sont entièrement fabriqués par lui, et qu'il fait avec une minutie de modéliste, à tel point qu'il ne réalise pas plus de 2 photos par an.